Science, Pensée et Progrès, vous avez tous deux plusieurs livres qui sortent. Le tout dernier d'Axel Kahn s'intitule Entre deux mers, voyage au bout de soi. C'est le récit de votre traversée transversale de la France à pied, en rencontrant la population et en réfléchissant à beaucoup de thèmes. Et on va peut-être pas commencer par ça. Et puis Luc Ferry, l'innovation destructrice, c'est déjà, il ressort en poche. Les chroniques du Figaro, deuxième tome qui sort. La mythologie et puis Prométhée. Voilà. Alors, entre Science, Pensée et Progrès, question de Luc Ferry à Luc Ferry, est-ce que la science pense? Oui, je voulais soumettre ça à mon ami Axel et à vous. Il y a une phrase de Heidegger qui a beaucoup choqué les scientifiques parce que Heidegger a écrit « La science ne pense pas ». Et quand on a affaire à un scientifique du calibre d'Axel et qu'un homme aussi intelligent, avec des raisonnements aussi puissants et des connaissances aussi grandes, la phrase évidemment est choquante. Que voulait dire Heidegger? Et je crois que la distinction n'est pas inintéressante. Elle vient de Schopenhauer, peu importe les références, mais je les cite quand même. Schopenhauer distinguait entre deux formes d'étonnement. L'étonnement scientifique et l'étonnement philosophique. Et c'est de là que vient cette idée que la science ne pense pas. L'étonnement scientifique, c'est quoi? C'est l'étonnement qui porte sur les choses qui sont dans le monde. Pour donner un exemple célèbre, quand Claude Bernard se demande pourquoi il y a du sucre dans le sang de ces lapins. Et il va faire deux groupes de lapins. Il va faire un groupe de lapins auquel il ne donne pas de sucre, et puis un groupe de lapins auquel il donne des aliments très sucrés, des carottes par exemple, et puis après il fait des prises de sang, et puis il s'aperçoit que ceux qui n'ont pas mangé de sucre et ceux qui ont mangé du sucre ont le même taux de sucre dans le sang, et puis c'est comme ça qu'il va découvrir la fonction glycogénique du foie par exemple. Mais là, l'étonnement portait sur des choses qui sont dans le monde, hein, en l'occurrence sur ces lapins, sur le sang, sur le sucre, sur ce que Heidegger appelle des étangs, donc des choses qui sont dans le monde. Et ce que dit Schopenhauer, c'est que l'étonnement philosophique ne porte pas sur les choses qui sont dans le monde, mais il porte sur le fait même qu'il y a un monde, sur le fait même de l'existence du monde, sur le « il y a un monde ». Et pour donner un exemple, et puis je m'arrêterai là aussi, un deuxième exemple pour me faire comprendre, un biologiste, un médecin, il peut vous dire à coup sûr que le tabac c'est mauvais pour la santé. Ça, il n'y a aucun doute. Hein, ça donne le cancer, ça fait vieillir, ça donne des maladies cardiaques, il n'y a absolument aucun doute sur le sujet aujourd'hui. Fumer, c'est dangereux pour la santé, il n'y a pas de doute. Mais est-ce que le scientifique peut vous dire qu'il ne faut pas fumer? Ce n'est pas le même problème. La question de savoir si vous voulez fumer ou pas, si vous voulez vous suicider ou pas, si vous préférez une vie où vous brûlez la chandelle par les deux bouts ou pas, c'est une question extra-scientifique. Et c'est ça que voulait dire Heidegger quand il disait « la science ne pense pas ». Elle raisonne, elle connaît beaucoup de choses, elle est hyper intelligente, mais elle ne répond ni aux questions métaphysiques, par définition, ni aux questions morales. Et donc quand Axel écrit un livre Entre deux mers, et qu'il raconte un voyage qui est en vérité une quête spirituelle, si je le comprends bien, morale et spirituelle, ou même quand il écrit un livre comme Un type bien ne fait pas ça, excellent livre, et qu'il parle de morale, de bioéthique notamment, eh bien d'une certaine manière, il devient philosophe, il cesse d'être scientifique. C'est ça que veut dire la phrase. Est-ce que vous cessez d'être scientifique lorsque vous êtes philosophe? Tout d'abord, je voudrais revenir à la phrase de Heidegger, et d'ailleurs rebondir sur un des commentaires de Luc Ferry. Ce que dit Heidegger, c'est pas tellement en réalité que la science ne pense pas. Il nous dit, pour être trivial, que la physique ne fait pas de métaphysique. La belle affaire. Évidemment, la physique, la science, j'utilise le langage d'Aristote, la science ne fait pas de métaphysique qui vient après, qui n'est pas réductible. Pour moi, en réalité, il existe deux manières rationnelles d'étudier des questions légitimes qui se posent. Le fait d'étudier des questions légitimes qui se posent, ça s'appelle évidemment la pensée. La capacité à l'abstraction est une des caractéristiques de la pensée. Lorsque le problème qui m'est posé peut, en première analyse, se résoudre et trouver une réponse d'ordre physique, d'ordre scientifique, c'est-à-dire qui va obéir
à la problématique de la rationalité scientifique, je vais utiliser la science. Et puis, il existe énormément de questions extraordinairement légitimes qui ne peuvent pas se résoudre à l'aide de cette démarche de la rationalité scientifique. Qu'est-ce que c'est que la beauté? Qu'est-ce que c'est que l'amour? Qu'est-ce que c'est que la haine? Ou voire même, quelle est l'origine du rire? En quoi est-il important? Pourquoi faudrait-il ne pas fumer en dehors des raisons utilitaires? Ces questions sont toutes très légitimes, et ou bien on les aborde de manière rationnelle et on peut discuter, ou alors ce que l'on dit est insignifiant. Donc il y a deux manières de penser réellement dans la rationalité, l'une est la physique et l'autre est la métaphysique, dans le sens d'Aristote, évidemment pas dans le sens que cela a pris après. Évidemment que la science pense, mais elle ne pense pas à la manière dont la philosophie le fait. Voilà. Je signe des deux mains, nous sommes... Et donc, vous voyez pourquoi je vous dis ça? d'accord. Juste un petit mot. Quand j'étais gamin, et on doit avoir à peu près le même âge avec Axel, il doit s'en souvenir comme moi, il y avait une émission dans la télévision française qui s'appelait Le quart d'heure de Louis le Prince Ringuet. Louis le Prince Ringuet. Je me le rappelle très bien. Tu te souviens, voilà. Et en vérité, pardon, je ne veux pas être désobligeant, mais Louis le Prince Ringuet, qui était proche du Parti communiste, débitait un certain nombre d'insanités à jet continu, enfin à mes yeux en tout cas, mais qui avait l'aura du grand scientifique. Et donc il était comme si le fait d'être un grand scientifique, ce qu'il était évidemment, justifiait en quelque sorte ses prises de position politiques. Et ce que je voulais vous faire toucher du doigt, c'est que ça n'a rien à voir, et je rejoins tout à fait ce que vient de dire Axel, les questions métaphysiques et les questions morales n'ont rien à voir avec la science. Ça ne veut pas dire que la science ne les éclaire pas. Je suis de ceux qui pensent qu'on ne peut absolument pas philosopher sans connaître les sciences. Ou alors on parle de n'importe quoi. Ou alors on parle de n'importe quoi et ça n'a aucun intérêt. Moi j'ai fait 3 ans de biologie, jamais je rattraperai mon camarade, mais j'ai quand même fait l'effort de faire 3 ans de biologie à un niveau suffisamment assez élevé pour savoir au moins que ça existe. Voilà. Après, je te rejoindrai jamais, il n'y a pas de danger. Mais je sais que ça existe, je sais qu'il y a là des questions absolument fascinantes et qu'on ne peut pas les laisser de côté. Mais encore une fois, c'est pas parce que on est un très grand scientifique qu'on a forcément raison en politique, en morale ou sur les questions d'esthétique ou d'amour, comme vient de le dire Axel. Mais lorsqu'on est philosophe, on n'a pas forcément raison non plus sur les questions d'esthétique. Ben là, tu enfonces une porte qui est tellement ouverte que je le regrette pour toi, tu vas te faire mal. Mais parce que s'il y a un mur de l'autre côté, tu vas te prendre le pied. Mais évidemment, et donc, on entre dans la philosophie dans un domaine qui n'est pas celui de la démonstration. On n'est pas celui dans le domaine de la méthode expérimentale, qui sont les deux démarches scientifiques. Dans le domaine des mathématiques, on est dans la démonstration, dans ce qu'on appelle les raisonnements hypothético-déductifs, donc dans la logique de la démonstration. Dans les sciences expérimentales, on est dans la logique de la méthode expérimentale, que j'évoquais tout à l'heure avec Claude Bernard. Évidemment, dans le domaine de la philosophie, on est dans le domaine ni de la démonstration, ni de l'expérimentation, mais de l'argumentation. Et ça, l'argumentation, par définition, elle est plurielle. Et personne ne peut prétendre avoir raison, ni en matière de science, de beauté, d'esthétique, ni en matière de morale. On a là des visions du monde qui s'opposent, on argumente, mais on ne peut pas démontrer. Si on pouvait démontrer en matière d'esthétique, ça se saurait. Alors il y a toute une tradition esthétique qui a cru qu'on pouvait démontrer, c'est celle de Boileau. L'art poétique de Boileau commence par ses vers, je vous les rappelle, « Rien n'est beau que le vrai seul est aimable, il doit régner partout et même dans la fable ». Mais moi je ne suis pas un disciple de Boileau, j'ai toujours pensé que Boileau avait tort et que le beau n'était pas le vrai, et qu'on ne pouvait pas démontrer en matière de beauté ou en matière de laideur, et c'est dire ce qui fait que nos discussions esthétiques sont souvent très violentes, parce qu'on a l'impression qu'on pourrait argumenter, en effet, on argumente. Ce que tu fais dans l'innovation destructrice en parlant de l'art contemporain. Notamment, voilà. Notamment, oui. Mais c'est vrai, je vais le dire tout de suite, je n'aime pas Soulage, oui, voilà. C'est dit. Si c'est ça que tu voulais me faire dire, c'est fait. C'est ça, et puis le fait que tu parles de l'art contemporain comme d'un pur marché et d'une manière extrêmement violente.
Oui, enfin ça c'est toi qui dis ça, c'est pas ce que je dis du tout. Il y a beaucoup d'artistes contemporains que j'aime infiniment. Je vous renvoie par exemple au site de Lee Chevalier, que je considère comme l'une des plus grandes artistes contemporaines. J'adore Stravinsky plus que n'importe qui d'autre au XXe siècle. Ravel évidemment. Non, Stravinsky. on parlait du marché de l'art. Non, justement, c'est de ça que je parle exactement. Ce qui m'intéresse quand j'évoque la musique, c'est que dans le domaine de la musique, à la différence des arts plastiques, il n'y a pas de marché. C'est ça qui est intéressant. La musique contemporaine, par exemple Boulez ou Stockhausen, ça sort du marché et ça sort du décoratif. Ce qui va évidemment impressionner dans le domaine des arts plastiques, c'est le prix. Quand vous savez qu'un Jeff Koons se vend le petit dog balloons, là, le petit chien en ballon, vous pouvez trouver la même chose dans n'importe quel cirque, c'est vendu 75 millions de dollars, vous ne pouvez pas ne pas être impressionné. Et c'est là que je dis que évidemment, on ne peut rien comprendre à l'art contemporain si on ne prend pas en compte le phénomène du marché. Vous n'y comprendrez rien parce que personne ne peut expliquer sans prendre en compte la question de l'économie pourquoi un petit ballon, un petit chien en ballon vaut 70 millions de dollars. C'est pas explicable si vous ne comprenez pas la logique du marché de l'art. J'aimerais revenir vers le généticien qui a quitté sa fonction de recherche, qui traverse la France et qui se pose beaucoup de questions. Et là, vous réfléchissez en termes, vous êtes un scientifique, mais vous réfléchissez en termes métaphysiques. Vous savez, nous sommes des hommes ou des femmes qui, à un moment donné, exerçons une profession de philosophe, une profession de biologiste. On n'est pas quand même des êtres totalement définis par la profession que l'on exerce. Mon père était philosophe. Lorsque j'ai commencé à faire de la génétique, il ne m'a pas échappé que, en tant que science, la génétique avait de tout temps été la plus fragile, la plus sensible à cette forme de rapt par ceux que j'appelle les brigands de l'idéologie. Puisque, après tout, la meilleure définition que l'on puisse apporter du nazisme est de dire c'est un fascisme qui s'est revendiqué de base biologique. C'est ça, profondément, et par la suite, le racisme biologisant a été une transformation d'un préjugé préalable, etc. Et par conséquent, je me suis dit, je ne peux pas être de ceux qui vont tenter d'enrichir la science dont il est fier, dans l'exercice de laquelle je vais tenter d'être l'un des meilleurs. Et je vais tenter de porter les équipes que je dirigerai également au plus haut niveau. Je ne peux pas être simplement cela sans être absolument sensible à ce que l'on pourrait faire de ces résultats sur lesquels j'attire l'attention d'autrui. En d'autres termes, plus je propose d'avancer dans le domaine de la génétique, me disais-je à l'époque, plus il est exigible pour moi que je me porte également au créneau de ce château fort, en quelque sorte, de la défense contre les brigands qui voudraient prendre ma science, celle que j'ai contribué à enrichir, pour lui faire dire ce qu'elle ne dit pas. Donc, si vous me demandez comment je me définis, je vous dirais, voilà, je me définis comme un primate du genre Homo et de l'espèce Sapiens, qui a exercé un métier de généticien et qui n'a jamais pu se contenter simplement de s'interroger sur le comment, que le pourquoi n'a jamais cessé d'intéresser. Vous savez que Auguste Comte disait « La science, c'est le moment à partir duquel on ne s'intéresse pas au pourquoi, mais on essaye de répondre à la question du comment. » C'est vrai, mais une honnête femme ou un honnête homme dans la société qui ne s'intéresserait jamais au pourquoi, tout simplement à l'arrivée, il ne serait pas une honnête femme ou un honnête homme. Et donc, voilà, le généticien qui parcourait la France, qui était follement sensible à la beauté, à en éprouver des joies fantastiques, à pleurer à chaudes larmes. Il m'est arrivé plusieurs fois d'être submergé par cette impression, vous savez, de la sensation telle qu'elle dépasse en intensité tout ce qui
pourrait interférer sans cela. Vous n'avez plus mal, vous n'avez plus peur, vous n'êtes plus triste à ce moment-là. La seule angoisse qui existe est la certitude que, hélas, ce moment privilégié sera bref et que ensuite il y aura une chute. Ça, c'est terrible. J'ai connu ce moment du sublime. Et vous demandiez tout à l'heure à Luc Ferry de l'expliquer. Mais par définition, la beauté ne s'explique pas. C'est même une des définitions de la beauté. Premièrement, la beauté n'existe pas indépendamment d'un être capable de l'éprouver. Par conséquent, ou bien il y a un être capable de se ressentir profondément heureux au contact d'un spectacle qu'il éprouve beau, et alors il peut considérer que le spectacle est beau, ou bien cet être n'existe pas, et ça ne veut strictement rien dire que le spectacle est beau, naturellement. Mais au-delà de ce vécu de l'impression, si mon petit-fils ou mon fils jadis me demande « Dis papa, je te vois des larmes aux yeux face à ce tableau, face à ce spectacle sur les crêtes des Hauts-de-Chaume, ou bien quelque part au pied du Mont Gerbier de Jonc, portant bébé Loire dans les mains, pourquoi as-tu des larmes aux yeux? Pourquoi dis-tu que c'est beau? » Je pourrais expliquer à mon fils pourquoi ce sont les sources de la Loire. Je pourrais expliquer à mon fils pourquoi le Mont Gerbier de Jonc est un suc, c'est-à-dire une bulle de lave sans qu'un cratère ne se forme. Je serais totalement incapable de lui expliquer pourquoi. C'est beau, bien évidemment, car là n'est pas la question. Pour rebondir sur ce que dit Axel, que je trouve tout à fait passionnant et juste à la fois, moi je viens de travailler 4 ans sur la mythologie grecque, et dans la mythologie grecque, partout dans la mythologie grecque, on trouve une idée, qu'on retrouvera chez Platon, chez Aristote, chez les stoïciens, et qui rejoint exactement ce que vient de décrire magnifiquement Axel. C'est l'idée qu'il y a 2 mots, MAUX, 2 fléaux qui pèsent sur la vie humaine et qui nous empêchent d'être heureux, le passé et le futur. Constamment, nous vivons dans le passé, dans la nostalgie des temps heureux, ou alors, lorsque le passé a été malheureux, qu'il a été difficile, on est saisi par ce que Spinoza appelait les passions tristes, les remords, les hontes, les culpabilités qui nous tirent à nouveau en arrière parce qu'on se dit mais pourquoi j'ai dit ça, pourquoi j'ai fait ça, comment corriger les choses? Et quand on s'arrache enfin au passé, généralement c'est pour rentrer dans une autre illusion, du moins pensaient les Grecs de cette façon, l'illusion de l'espérance, ça ira mieux après, quand on aura changé de ceci, de cela, de coiffure, de voiture, de chaussures, de maison, de métier, de mari, de femme, de ce que vous voudrez. Et l'idée qu'avaient les Grecs, c'est que le passé et le futur nous empêchent d'habiter la seule dimension du temps qui est réelle, à savoir le présent. Le passé et le futur sont des néants. Le passé n'est plus, le futur n'est pas encore, ce sont des ne plus, des ne pas. Seul le présent est, nous n'y sommes jamais. Et regardez ce que décrivait Axel tout à l'heure dans Le sentiment de la beauté, dans ce qui vous fait couler les larmes aux yeux. C'est toujours quand on est dans le présent que cette exaltation, ce sentiment d'avoir une intensité de la vie s'empare de vous. Alors, bien sûr, on peut pleurer sur le passé, mais là, justement, c'est des mauvais pleurs, si je puis dire. On est dans la nostalgie, dans la tristesse. Là, on est plutôt dans l'intensité, dans l'exaltation de la vie. Et regardez l'histoire d'Ulysse, je vais être très bref. Ulysse, c'est l'histoire d'un roi grec qui, pendant 20 ans, va être dans la haine, dans la guerre, dans l'horreur. Et il va, au bout de 20 ans, 10 ans de guerre, 10 ans de voyage, il va retrouver enfin Ithaque. Il va en retrouver enfin sa femme ravissante et intelligente, Pénélope. Et que se passe-t-il quand il rejoint Pénélope? Et vous allez voir comme c'est profond cette idée, et elle illustre ce que je viens de vous dire. Quand il rejoint enfin Pénélope, Pénélope, comme elle ne l'a pas vu depuis 20 ans. Il a beaucoup vieilli, il a connu la guerre, des épreuves. Elle n'est pas absolument sûre que c'est lui. Et elle lui tend un piège. Elle lui dit, Ulysse, est-ce que tu peux aller chercher le lit nuptial pour que nous nous retrouvions? Et Ulysse la regarde comme ça, elle lui dit, mais Pénélope, tu sais bien que je ne peux pas aller chercher le lit nuptial parce que je l'ai taillé dans un tronc d'olivier. Et on a construit la chambre autour de ce tronc d'olivier. Et donc je ne peux pas déplacer le lit. Et là, elle reconnaît évidemment Ulysse, il tombe dans les bras, il tombe dans le lit, ils vont faire l'amour, ils vont se raconter le temps perdu. Et il y a cette petite phrase d'Homère, et là, les dieux distendèrent le temps.
Le temps est distendu. Il arrête la course d'Hélios, du Soleil, il arrête la course de la Lune, et le temps est distendu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce moment d'intensité de la vie, ce moment d'amour et de beauté et des retrouvailles, il est en quelque sorte un grain d'éternité, un fragment d'éternité, parce qu'il n'est plus relativisé par le passé ou par le futur, et qu'il est entièrement habité. D'où la formule stoïcienne que mon ami André Comte-Sponville a remise au goût du jour. Je crois que je le rencontre d'ailleurs demain, on va avoir une discussion tous les deux demain. Le sage, écoutez bien parce qu'elle dit tout cette phrase, le sage est celui qui parvient à regretter un peu moins, à espérer un peu moins, à aimer un peu plus. Ulysse, pendant les 20 ans où il est en guerre ou en voyage pénible, où il perd ses compagnons, eh bien, il est toujours dans la nostalgie d'Ithaque ou dans l'espérance d'Ithaque, jamais dans l'amour d'Ithaque. Eh bien, la beauté, s'il y a un critère de la beauté, s'il y a un critère de l'amour, d'ailleurs, pour moi, c'est la même chose d'une certaine manière, c'est ces moments d'intensité, de grâce, moi j'appelle ça de grâce, où on habite enfin le présent, et on n'est plus... la seule angoisse, comme disait Axel, c'est malheureusement que ça ne va pas durer. Ce sont des instants qui sont toujours des instants, c'est-à-dire relativement fugitifs, et malheureusement, Zeus n'est pas toujours là pour distendre le temps. Axel Kahn, vous parlez extrêmement bien dans votre livre de ces instants, effectivement. Et à la fin de votre livre, au moment de redescendre, vous avez des questions. Vous dites pourquoi redescendre dans ce monde où l'argent compte trop, etc. Et là, j'aimerais revenir à la démarche scientifique. Est-ce que vous avez traversé la France en scientifique et en poète? Quelle est votre vision du progrès par rapport à cette démarche scientifique et poétique que vous avez eue pendant toute votre carrière? En réalité, ce sont deux trajets simultanés mais différents à travers la France durant mes 2 diagonales, mes 4000 km pédestres à travers le pays. Le trajet à travers les beautés du chemin, à travers les nuages qui s'étirent dans le ciel, à travers les matins lumineux, à travers les crépuscules flamboyants, à travers tout cela, le flamboiement de ces murailles blanches des Alpes du Sud, lorsque le soleil s'insinue à travers simplement une découpe de la crête et que tout flamboie, lorsque la plus humble scabieuse des prés, fleurs habituelles, se mettent à devenir la plus belle des fleurs, la plus désirable. Ne vient rien rechercher, ne demande rien aux scientifiques, rien. Je ne suis pas en train d'étudier les longueurs d'onde du soleil, je ne pense pas à la photosynthèse, je ne pense pas à la biosynthèse des différents pigments, je ne pense pas même à la sexualité des fleurs. S'il n'y avait pas de sexualité, il n'y aurait pas de fleurs et pas de beauté. Mais ça, c'est évident, mais sur le moment, je n'y pense pas, je suis simplement heureux. Par contre, j'étudie mon pays, et notamment en 2013, sur 1500 km, lorsque je traverse des régions qui ont connu un développement industriel, je vais de désastre en désastre. Je vais dans des régions où les petites cités jadis prospères, industrielles, où la vie n'a jamais été dure, où les combats sociaux étaient importants, étaient la condition de progrès, où ces petites cités aujourd'hui vivent uniquement avec le traitement social de la crise, ont perdu les 2/3 de leurs habitants, ont 50 à 70% des habitants restants qui sont aux minima sociaux, qui existent dans un peu tous les pays. Et je pense que pour ces gens-là, la référence au progrès est presque une insulte. C'est quoi le progrès? Alors d'abord, il y a les progrès. Le progrès peut s'écrire avec des petits P ou un grand P. Lorsque j'apprends une nouvelle langue et que je la parle couramment, j'ai progressé dans la maîtrise de la langue. Ma fortune peut progresser. Je peux progresser dans ma recherche, etc., etc. L'économie peut progresser. Mais le progrès, c'est pas ça. Le progrès, c'est l'optimisme selon lequel le progrès des connaissances et des techniques et de l'économie, conjoints, sont garants d'un progrès pour l'homme. Et que, grâce à tout cela,
certes avec des hauts et des bas, mais il est totalement assuré que l'homme vivra mieux. Et tous nos pays, depuis le XVIIe siècle, ont été construits par l'idée du progrès. L'idée du progrès est motrice, et d'ailleurs, elle dit l'évolution différenciée du monde entre les peuples qui ont décidé d'utiliser les connaissances, la science, afin d'augmenter le pouvoir et le bonheur humain, et ceux qui n'en étaient pas arrivés là. C'est une autre question, on n'a pas le temps d'aborder cela. C'est sûr que quand on est dans ces populations, pour lesquelles aujourd'hui est bien pire que hier, et pour lesquelles ils en sont persuadés, l'avenir est encore beaucoup plus incertain, c'est une totale négation du progrès. Et la raison majeure du conflit politique, du conflit psychologique que l'on observe, c'est que, notamment dans notre pays, dans mon pays, la France, mais dans l'Europe en règle générale, les populations sont composées des filles et des fils du progrès. C'est-à-dire des optimistes. Certes, les temps sont durs, certes, il faut se battre, mais demain sera meilleur. Le moment à partir duquel on se met à expliquer à ces gens que, ma foi, compte tenu de la dureté des temps, eh ben, il faut imaginer que c'est moins simple, qu'ils doivent abandonner telle ou telle conquête qui a été considérée un peu comme conquis de haute lutte par leurs ancêtres. Il faut bien voir combien c'est totalement bouleversant pour des populations qui se sont édifiées, qui ont édifié un progrès mu par l'énergie que donne cet optimisme du progrès avec un grand P. Donc effectivement, j'ai été amené à visiter cette notion du progrès avec un grand P, chemin faisant. Tu ne parles pas d'autre chose dans l'innovation destructrice. C'est tout le thème de mon livre, parce que moi je suis un fanatique du progrès et un amoureux de la science. Mais il y a une part d'ombre dans le progrès, il y a une part d'ombre dans les lumières. Alors pourquoi je suis un amoureux de la science et du progrès? Parce que quand on regarde les chiffres, simplement je vous en donne 3 qui sont très parlants. Depuis 1750, où nous avons des statistiques sur l'espérance de vie des Européens de l'Ouest, et notamment pour la France, l'Allemagne, la Suisse, etc., l'Italie, l'Espagne, l'espérance de vie des Européens de l'Ouest a été multipliée par 3 depuis 1750. Simplement depuis mon enfance, là je prends les statistiques françaises, mais c'est à peu près la même chose dans toute l'Europe de l'Ouest. Simplement dans mon enfance, en 1951, moi je suis né en 51, l'espérance de vie moyenne des Français est de 64 ans en 1951. Elle est de 83 ans aujourd'hui. On a découvert tout récemment une molécule qui permet de guérir définitivement en 12 semaines l'hépatite C. Ce sont des progrès formidables pour des milliers de familles dans le monde, même si ça coûte très cher. C'est des progrès extraordinaires. Le niveau de vie moyen des Européens a été multiplié par 20 depuis le XVIIIe siècle, par 3 simplement depuis les années 50. Et c'est vrai que dans cette désespérance de ceux qui sont à ce qu'on appelle les minima sociaux, c'est-à-dire les vrais pauvres, aussi bien en Allemagne qu'en France d'ailleurs, il y a une part de responsabilité des politiques. Il faut quand même rappeler qu'on est dans un pays, la Suisse, où il y a 3,5% de chômeurs, alors qu'en France, il y en a 12%. Donc on a tout essayé en France sur ce qui marche. Laissons de côté la politique politicienne, mais il y a quand même une très grande responsabilité dans la désespérance des pauvres, tout simplement, des miséreux, une très grande responsabilité des politiques. Mais encore une fois, je ne vais pas faire de politique. Mais juste sur le fond, en 1755 en Europe, il y a à Lisbonne un tremblement de terre qui dévaste la ville. Il y a entre 50 000 et 100 000 morts, probablement. Dans le Candide de Voltaire, il dit à 30 000, on sait aujourd'hui que c'est beaucoup plus que ça. Si vous allez à Lisbonne aujourd'hui, vous verrez que la ville basse, il n'en reste rien, sauf les arêtes, les ogives de la cathédrale qu'on a gardées en souvenir de cette catastrophe absolue, qu'est le tremblement de terre de Lisbonne. Et à l'époque, tous les grands esprits, il y a d'ailleurs un recueil en allemand qui évoque ces contributions diverses des plus grands esprits de l'époque, tous les grands esprits vont parler de ce tremblement de terre, Voltaire en tête. Et que disent-ils, Kant et Voltaire en particulier, Rousseau étant le seul, déjà premier romantique, à donner une tonalité différente, mais les autres disent à peu près ceci, Voltaire en tête: la nature c'est l'ennemi, et la science c'est l'ami. Grâce à la science, on pourra maîtriser les catastrophes naturelles, maîtriser la nature, se rendre comme maître et possesseur de la nature, disait Descartes, et on pourra par conséquent rendre l'humanité plus libre et plus heureuse. C'était ça l'idée de progrès
avec un grand P, le grand progrès, pas les petits progrès, le progrès. C'était rendre l'humanité plus libre et plus heureux. Plus libre intérieurement en la débarrassant de la superstition, écraser l'infâme, dit Voltaire, et plus libre extérieurement en maîtrisant la nature et en l'utilisant pour réaliser les fins qui sont celles de l'humanité. Plus libre et plus heureuse, le bonheur une idée neuve en Europe, dit Saint-Just, et on voit apparaître cette idée de progrès. Aujourd'hui, on a renversé assez largement la vapeur. En gros, on sacralise la nature comme si le virus du sida ou le virus de la grippe n'était pas naturel, comme si un cancer n'était pas naturel, il peut l'être aussi. Donc on a sacralisé la nature et on a dévalorisé la science. En France, nous avons, j'étais ministre de la Recherche, on a 45% de baisse des vocations scientifiques en 30 ans. C'est une véritable catastrophe, à la fois sur le plan économique, parce que dans le contexte de la mondialisation des économies qui ne sont pas alimentées par la science, par la recherche, elles sont fichues, il faut le dire franchement, mais c'est aussi une catastrophe en termes, je dirais, spirituels, en termes de goût de la connaissance, simplement. Quelque chose du goût de la connaissance est atteint. Et donc, quand on a inscrit en France le principe de précaution dans la Constitution, c'est comme si on avait inscrit la peur dans la Constitution. On a peur de tout, nous sommes entrés dans les sociétés de la peur. On a peur du sexe, de l'alcool, du tabac, de la vitesse, des côtes de bœuf, des volailles, des nanotechnologies, des micro-ondes, des OGM, de la Turquie, du réchauffement climatique, de Claude Allègre, et mille choses abominables. Et donc, plus abominables encore, et donc on est rentré dans cette espèce de société de la peur. Il y a des raisons, mais malgré tout, défendons la science et le progrès. Quelles sont les raisons? Et je m'arrête là. Les raisons, c'est ce que j'appelle l'innovation destructrice. C'est que la logique des sociétés modernes, cette logique du progrès, c'est une logique qui innove, qui améliore en permanence, mais qui détruit aussi en permanence. Je vais prendre juste un exemple et je m'arrêterai là. Internet, ça nous rend des services formidables. Google, ça nous rend des services extraordinaires. Mais si j'étais libraire, puisqu'on est dans un salon du livre, je détesterais Amazon. Évidemment que ces grandes innovations, elles vont détruire, et elles détruisent en permanence des emplois, elles détruisent des mondes anciens, et elles détruisent des mondes anciens pas simplement dans l'univers de l'économie, mais aussi dans l'univers de la morale, de la spiritualité. Prenez l'exemple du mariage gay qui a suscité en France des débats extraordinaires de violence. Bon, moi je suis tout à fait pour, franchement, je pense que la société démocratique est faite pour organiser la coexistence pacifique de modes de vie différents. Je pense que les homosexuels peuvent très bien élever des enfants. Mais je comprends parfaitement que mes amis juifs ou catholiques traditionnalistes considèrent que c'est une abomination parce que c'est une rupture dans la conception traditionnelle de la famille. Donc toute cette logique-là, si vous voulez, la logique des sociétés modernes, c'est la logique de la mode. Et je m'arrêterai là. La logique de la mode, elle n'a qu'une seule finalité, c'est de démoder. Rien d'autre, c'est de faire en sorte que les vêtements que vous avez dans votre armoire, même s'ils ne sont pas troués et qui vous protègent de la pluie et du froid, vous ne puissiez plus les mettre. Si j'étais venu en pâte d'œuf avec une chemise orange, avec un col à manger de la tarte comme dans les années 70, je serais ridicule. Eh bien, cette logique de la mode, c'est la logique de tous les secteurs de la société capitaliste. Et évidemment, ça suscite des réactions d'hostilité parce que si vous êtes attaché, si peu que ce soit, à un coin du monde ancien, que ce soit un coin de spiritualité, de morale, d'esthétique, ou un coin de paysage dévasté par des maisons modernes, vous n'aimerez pas la société capitaliste. Et ça, il faut que les libéraux le comprennent, que les gens de droite le comprennent. Cette société, elle est formidable d'un côté, mais elle a une part d'ombre absolument extraordinaire. Est-ce que vous partagez ce Voilà, enfin, il y a un point sur lequel je vais me différencier de mon ami Luc, assez notablement. Tout d'abord, 2 points avant un bref développement. Le premier point est que le concept de création destructrice est l'un des concepts extrêmement classiques du libéralisme. On le doit à Schumpeter, dans une première version en 1939 et dans une deuxième version en 1942. Et au cours de... Et ce concept, il est évidemment important et il n'est pas question de le disqualifier. Chacun sait que quand une manufacture, quand un procédé devient totalement obsolète, plutôt que de s'évertuer à le maintenir en vie alors qu'il n'a plus aucun intérêt, il vaut mieux effectivement hâter sa disparition afin de réarranger les richesses matérielles et humaines afin de poursuivre d'autres objectifs. C'est ça qu'il y a derrière l'idée de la destruction créatrice des libéraux et de Schumpeter. Sauf que,
À l'heure de la mondialisation, et c'est le grand marcheur à travers la France qui l'a observé, à l'heure de la mondialisation, ce n'était pas le cas du temps de Schumpeter, lorsque la destruction est destructrice au niveau local, elle n'est que destructrice. Au mieux, elle est créatrice, mais au niveau mondial. Elle est créatrice ailleurs. Et la destruction au niveau de nombreux territoires, elle laisse effectivement, incontestablement, des territoires ravagés. Simple point, et évidemment qui mériterait, dans l'enseignement de ce principe important, de le remettre à l'ordre du jour. Deuxième point, évidemment, je suis un scientifique passionné, et à ce titre, je n'aime pas que l'on s'en prenne à cet objet de ma passion scientifique. J'ai essayé, je vous l'ai dit, d'enrichir ma science. Pour autant, un autre discours qui va être aussi noirci sans doute que celui de Luc était un tout petit peu rosy, un tout petit peu éclairci, disons. J'ai vécu, moi, une période, dans les années, lui aussi, on a à peu près le même âge, je suis un peu plus âgé que lui, mais on a à peu près le même âge. Dans les années 80-90, on se le rappelle, il y a une période un peu privilégiée dans le monde entier, en Europe, mais dans le monde entier, où avec la fin du communisme, la chute du mur, on avait l'impression que le monde allait s'orienter vers une gestion plus paisible, plus édifiante, plus accueillante des gens, des vies humaines. Or, ça n'est pas se payer de mots de dire qu'aujourd'hui, alors qu'il y a, en 85, je pouvais, sac au dos, voyager partout dans le monde, aujourd'hui, mon ministère des Affaires étrangères me prévient qu'il y a 42 pays dans lesquels je ne dois pas mettre les pieds, sous peine d'y laisser ma peau. Et ce que l'on voit quand on voyage beaucoup, c'est aussi l'édification d'une nouvelle barbarie. Et cela alors même que les progrès techniques, scientifiques et économiques continuent. Il y a, de ce point de vue-là, un problème. J'ai été président d'université, il a été mon ministre. Il n'était pas mon ministre quand j'étais président d'université, mais on a eu ces deux fonctions. Moi, je me rappelle quand j'avais l'âge de mes étudiants, j'avais confiance dans mes moyens intellectuels, dans ma mémoire, j'avais pas de doute pratiquement. Je savais que je trouverais un bon job. Aujourd'hui, un des problèmes majeurs que j'ai eu à régler, pourtant dans une des plus grandes universités parisiennes et des plus brillantes, qui n'est pas la plus difficile au point de vue recrutement sociologique, c'était l'angoisse des jeunes pour lesquels, même quand tout va bien, l'avenir est totalement incertain. Prenons uniquement ces deux points. Associés, si vous voulez, à ce discours de ce paysan de la Creuse, je le racontais ce matin, qui alors que je m'étais arrêté lors de mon dernier parcours, est venu partager mon frichti du midi. Il m'a dit, ah, monsieur, vous voyez, il n'y a plus rien, on est 125 maintenant dans le hameau. Mais vous savez, monsieur, il y a 40 ans, quand j'avais 20 ans, c'était pas mal ici quand même, c'était pas mal. Il y avait des balles tout autour. Et puis les garçons et les filles se rencontraient, ils se connaissaient, bibliquement parlant, les expériences se faisaient, des fois les couples. Quand le gamin il était malade, eh ben, il y avait le docteur, on allait le chercher. Et puis il y avait le pharmacien, pas trop loin en tout cas. Il y avait le bureau de poste pour envoyer les vœux. Et puis, quand il n'y avait pas de quoi finir le repas, on avait besoin de tapioca ou de nouilles. Il y avait l'épicerie. Maintenant, monsieur, regardez. Je veux acheter un paquet de nouilles, je prends ma voiture, je fais 25 km. Cet homme-là, réellement, j'avais du mal, quand bien même je l'aurais pensé, j'aurais eu du mal à lui dire, sans frémir, comme cela, mais mon ami, mon cher, mon compagnon, mon frère, l'avenir néanmoins est radieux. Or, il se trouve que, globalement, on a construit notre société avec l'idée, non pas des lendemains qui chantent, forcément, mais en tout cas avec l'idée que, tendanciellement, le monde serait plus accueillant à l'épanouissement des femmes et des hommes. Et l'énorme problème aujourd'hui, c'est la tension qu'il y a entre des progrès qui persistent extraordinairement et une immense interrogation. En quelle mesure et à quelles conditions ces immenses progrès seront-ils un progrès pour l'homme? Donc des progrès scientifiques, des progrès de réalisation et une régression de la pensée. Je ne dirais pas une régression de la pensée, une régression des situations.
des situations tout à fait objectives. Ce qu'il faut bien voir, si vous voulez, on peut l'expliquer historiquement. Il y a de nombreux mécanismes, j'en connais les ressorts, et je ne suis pas en train de schématiser les choses. Mais je voudrais vous faire toucher du doigt combien des peuples entiers qui ont été éduqués à l'idée du progrès, qui comme moi ont appris à lire dans le Tour de France par 2 enfants, par exemple, qui était un livre tout à fait extraordinaire, qui m'a inspiré quand j'ai écrit mes 2 livres, Pensées en chemin et Entre deux mers, qui vantent effectivement cette extraordinaire mise en mouvement de nos sociétés et le bien-être qui va s'en suivre. Comment voulez-vous qu'il n'y ait pas une contradiction avec des gens qui, regardant derrière et regardant devant, n'ont pas totalement tort, en considérant que ce qui les attend est pour le moins plus incertain, plus inquiétant que ce qu'ils se rappellent en le fantasmant un peu. Luc, je suis vraiment désolé de te décevoir, mais je vois même pas sur une feuille de papier à cigarette. D'accord, bah oui, complètement d'accord. Tu dis exactement. Merde, on est d'accord. Non, bah oui, c'est fâcheux, mais bon, pour la beauté du débat, je voudrais bien qu'on soit. Tu viens de dire exactement la même. Et moi, on m'a souvent reproché le titre de mon livre, L'innovation destructrice, en disant mais vous êtes trop pessimiste. Et des chefs d'entreprise ne voulaient pas m'inviter. Ils disaient est-ce que vous pouvez pas rajouter salvatrice ou quelque chose comme ça parce que c'est bon. Et donc ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'il y avait une part d'ombre et que si j'étais libraire, il y a 3000 libraires en France. Si j'étais libraire, encore une fois, je détesterais Amazon, mais même chose si j'étais patron d'une agence de voyage, par exemple. On a des métiers entiers, des territoires entiers qui vont disparaître. Et du reste, je n'ai pas parlé à dessein de destruction créatrice, la formule de Schumpeter, mais d'innovation destructrice, qui est beaucoup plus pessimiste que la formule de Schumpeter. Et d'ailleurs, ça s'explique du fait que, l'anecdote est d'ailleurs vraie, j'ai laissé l'autre jour tomber mon iPhone 5 dans l'évier, enfin je dis dans l'évier pour être poli, mais oui, c'est des choses qui arrivent. Oui, c'est voilà, comme tu dis élégamment. Je vais vous dire, ça n'a pas créé le 6. Et donc, la destruction n'est pas créatrice. J'ai pu le vérifier in situ, si je puis dire. Et donc, 2 remarques simplement pour aller à l'essentiel. Moi, je dis simplement la chose suivante, c'est que malgré cette part d'ombre qui est celle de l'innovation qui détruit en permanence les mondes anciens. Encore une fois, j'ai évoqué la logique de la mode, qui est une logique assez détestable en vérité. Hein, surtout si vous l'appliquez à tous les secteurs. Regardez par exemple le secteur de l'information, le scoopisme, il faut absolument chaque jour innover. Ce qui fait que dans le monde journalistique, le nouveau devient plus important que l'important. Et on le sent très bien que c'est absurde. Donc non, je décris les choses de manière plutôt tragique que optimiste, mais malgré tout, faites l'effort de revenir par la pensée en arrière dans les années 60-70, mettons en mai 68. Qu'est-ce que je vois en mai 68? J'ai 17 ans quand j'ouvre les yeux sur le grand monde, mon cher Axel. Qu'est-ce que je vois? Je vois la Chine de Mao, 70 millions de morts. Je vois les pays de l'Est, des pays totalitaires abominables. Je vais en Allemagne, je fais mes études en Allemagne, je vais à Berlin, je vois l'Allemagne de l'Est, j'ai des amis dans l'Allemagne de l'Est, et c'est l'horreur. Bon, je regarde l'Amérique latine, que j'aime beaucoup, que j'adore. J'ai adopté un bébé en Colombie, c'est un pays que je connais bien. Bon, à l'époque, dans les années 70, c'est l'horreur. C'est les tortionnaires, les Videla, les Pinochet, etc. Je regarde au cœur même de l'Europe. La révolution des œillets au Portugal n'est pas faite, c'est encore un pays fasciste. La Grèce des colonels, c'est Aube dorée, c'est un pays néo-nazi. Franco est encore en vie, mon père a fait la guerre d'Espagne, on ne peut pas aller en Espagne parce qu'il est encore sur la liste noire de Franco, jusqu'en 74, quelque chose comme ça. Quand je regarde aujourd'hui le monde, tout a tourné en faveur des valeurs européennes. Tout sauf ce qu'on sait, Daesh, Boko Haram, le Hamas, etc. Mais à part l'islamisme fondamentaliste, les valeurs de la démocratie, des droits de l'homme, les valeurs du progrès, elles ont gagné partout. Aujourd'hui, l'Amérique latine, c'est des grands pays démocratiques. Les pays de l'Est, tant bien que mal, ils y arrivent. La Chine, j'en reviens, je vais souvent en Chine. Malgré tout, c'est quand même un pays, alors c'est un pays ultra-libéral avec un régime autoritaire, mais enfin, on n'a pas 70 millions de morts, on n'est pas en train de faire traîner les gens dans des verres de bouteilles cassés avant de leur tirer une balle dans la tête. Bon, on n'est plus à ce stade-là. Bon. Et donc, malgré tout,
oui, le progrès a quand même caractérisé l'histoire du monde. Le seul môle de résistance, c'est le fanatisme religieux, et on le sait très bien. Il fera probablement beaucoup de morts. C'est probable, c'est possible en tout cas, je ne veux pas être pessimiste. Mais vous savez, j'aime bien la phrase de Tocqueville en 1848, il est à la Chambre, et il pense à la révolution de 1789 et à ses parents qui ont été massacrés pendant sa famille, pendant un aristocrate, pendant la révolution française. Et il dit, mais mon Dieu, est-ce que ça s'arrêtera un jour? Et puis il se dit à lui-même, mais oui, ça s'arrêtera un jour. Et en effet, la révolution finira par s'arrêter et faire place à la République. Ça s'arrêtera un jour, et il ajoute cette phrase que je trouve absolument juste pour ce que nous vivons aujourd'hui. Quel dommage que nous soyons obligés d'habiter la maison pendant les travaux. Et oui, c'est exactement ce qu'on va vivre, mais l'islamisme fondamentaliste ne gagnera pas. Il finira par perdre, mais il fera peut-être beaucoup de morts entre-temps. Donc malgré tout, oui, il y a quand même un progrès. Alors je sais bien que quand un malheureux est au chômage, aux minima sociaux, et qu'on lui dit « Attends, mais c'est formidable parce que le progrès est devant nous », bah, c'est pas une réponse qu'on peut faire. Mais là, je dirais, mon cher Axel, ça relève plus de la responsabilité des politiques qui sont nuls que de la question générale de l'histoire du progrès. Alors on pourrait se demander pourquoi les politiques sont nuls, mais c'est pas la question. Non, c'est pas... Quelqu'un voulait intervenir. Oui, trop de raisons. Mais... Naturellement, parce que j'ai eu peur à un moment donné qu'effectivement nous ne fussions totalement d'accord. Mais heureusement, tel n'est point le cas. Pour l'instant, tu n'avais pas trouvé. Vas-y, je t'écoute. Oui, oui, Luc. En effet, le fanatisme, ce combat contre l'esprit, contre l'intelligence, contre la liberté et l'humanité, ce combat contre l'homme et la femme est aujourd'hui un danger considérable et évidemment il ne gagnera pas, évidemment on le vaincra. Mais non, Luc, ça n'est pas le seul problème. Pas du tout. Lorsque je suis à Bogota, lorsque je suis à Mexico, lorsque je suis au Cap, ailleurs en Afrique du Sud, lorsque je suis à Lagos, et même lorsque je suis au sud des États-Unis, même quand je suis au Brésil, que je vois le niveau de frustration et d'insécurité lié aux inégalités devenir tel que de plus en plus les femmes et les hommes qui ont quelques biens sont obligés de vivre dans des communautés recréant en quelque sorte la Bastide, le château fort du Moyen-Âge, entouré comme par un univers de ce qui les menace. Je dis que, en dehors de ce combat contre ce qui est une lutte contre l'humanité, je dis que l'augmentation globale des inégalités entraîne une telle frustration, un tel niveau de violence que cela participe également de ce que je ressens voyageant à travers le monde, qui est l'apparition d'une nouvelle barbarie. En particulier, on connaît peu cela en Suisse et en France, mais ce développement des sites protégés, souvent par des hommes en armes, par des miradors en Afrique du Sud, honnêtement, est-ce que je considère que c'est le progrès auquel je pensais dans ces années relativement bénies, postérieures à 68 dont je parlais, celle de la chute du mur, les années 80-90? Évidemment, non. Mais mon ami, c'est parce que tu étais de gauche et que tu t'es planté. Mais moi, comme j'ai jamais été de gauche et que j'ai toujours pensé que l'histoire était tragique, je suis pas du tout déçu. Réfléchissez à ça, pensez à la catégorie du tragique. Lui, il est déçu parce qu'il a été de gauche. Et il l'est toujours d'ailleurs. Et donc, qu'est-ce qui caractérise la pensée de gauche? C'est une pensée non tragique. La pensée de schumpeterienne que j'adopte est une pensée fondamentalement tragique. Et je vous explique pourquoi. Je viens d'écrire 20 livrets de mythologie grecque qui racontent la philosophie qui est dans la mythologie grecque. Il y a une catégorie philosophique qui est essentielle, c'est la catégorie du tragique. Qu'est-ce que c'est que le tragique? Le tragique, c'est un conflit non pas entre des bons et des méchants. Ça, c'est la gauche. La gauche, elle pense qu'il y a les méchants capitalistes, et puis il y a les bons communistes, et puis on va arranger tout ça, on va faire l'égalité. Chez Marx, c'est très typique. L'histoire, c'est l'histoire de la lutte des classes. Tout est déchiré, contradictoire, jusqu'à la fin. Mais ça se termine bien, il y a un happy end. Ça se termine par une société sans classe, sans exploitation et sans État. Et dans toutes les visions, y compris chez Keynes, dans toutes les visions de gauche, ça se termine bien. On peut, si on augmente les salaires, eh ben ça va relancer l'économie, hein, c'est le discours de Mélenchon, des frondeurs. Si tout le monde sera content, et donc on est dans une vision non tragique du monde. La vérité, c'est que le monde est tragique. Regardez, j'évoquais tout à l'heure les libraires ou les patrons d'agences de voyage,
Le progrès est destructeur. Le progrès détruit des gens, détruit des territoires, met des gens au chômage, les plonge dans la misère, il crée des inégalités. Et c'est tragique. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de happy end. Il n'y a pas de solution magique. Je vais vous dire les choses. Quand vous regardez Antigone, la pièce de Sophocle, regardez Antigone, il y a d'un côté le roi Créon, le roi de Thèbes, il dit mais non, il ne faut pas enterrer les gens qui sont des traîtres à la patrie. C'est son rôle, il a raison le roi. Antigone, elle dit mais attends, c'est mon frère, il faut l'enterrer puisque c'est mon frère. Elle a raison, c'est son frère. On a deux légitimités qui s'affrontent. Je vais vous dire, c'est ça que la gauche n'arrive jamais à penser à mes yeux, c'est que les vrais conflits, les vraies difficultés du monde, les vraies crises, ce sont des crises qui opposent non pas des bons et des méchants, mais qui opposent des légitimités équivalentes. Si j'étais ukrainien de l'Est, je serais pro-Poutine. Si j'étais ukrainien de l'Ouest, je serais pro-européen. Si j'étais palestinien et que j'avais 12 ans, je serais antisémite. Et si j'étais juif et que j'avais 12 ans et que j'étais israélien, je détesterais le Hamas. C'est ça les conflits tragiques. Mais dans toutes les visions du monde qui ont dominé l'histoire de la gauche, que ce soit Keynes ou que ce soit Marx, c'est les deux grands. Ils veulent toujours trouver des solutions non tragiques. Mais c'est pas vrai, c'est Schumpeter qui a raison, mon ami. L'histoire est tragique. Et au fond, ce qui me désole, c'est que, en fait, dans la fin de ton intervention, on est totalement d'accord. Simplement, tu dis que tu as abandonné ton optimisme de ta jeunesse. C'est ça. Alors, vous êtes atragique? Mais non. Alors, tout d'abord, vous voyez que lorsqu'il prétendait qu'on était d'accord et que je prétendais qu'on n'était pas d'accord, c'est moi qui avais raison. Oui, mais parce que t'es faux, tu cherches des faux désaccords. Non tragique. Tu cherches des faux désaccords. Ça, c'était une plaisanterie. Ma conviction profonde, c'est que, même s'il est vrai, et c'est vrai, que la vie humaine et le destin des peuples sont tragiques, la seule justification de la politique est de ne pas s'y résoudre. La seule justification de la politique est, sachant le tragique qui menace à chaque moment, essayer chaque fois que possible, malgré tout cela, de créer les meilleures conditions pour l'épanouissement des femmes et des hommes. Et tu crois qu'on est en désaccord là-dessus? Attends, tu rigoles. Je termine. Et quand je me dis progressiste, je me dis optimiste en étant progressiste, à une condition, naturellement. Je ne pense plus, en effet, que simplement le progrès technique, que simplement le progrès des connaissances soit suffisant pour assurer cette lutte efficace, ce combat efficace contre l'inéluctabilité du tragique du monde. Je pense qu'il y faut également une mobilisation volontariste de ces progrès, de l'augmentation des capacités de faire, en se fixant pour objectif, en effet, ce progrès avec un grand P, un progrès pour l'homme, c'est-à-dire faire en sorte de le remobiliser de manière plus accueillante. Et à ce titre, c'est vrai, à ce titre, je considère que si le tragique du monde passe par l'augmentation des inégalités qui entraînent frustration et violence pour une part, alors mon optimisme du progrès est de faire en sorte que le progrès soit également mobilisé pour essayer d'atténuer ce phénomène si tragique. Alors, on est en désaccord avec cette banalité. Excuse-moi, mais c'est toute la fin de mon livre. Laissons parler le public. Non, attends, une seconde quand même. Je peux pas dire, attends, le mec, la politique, c'est celui qui veut accroître les inégalités et rendre les gens malheureux. Non, c'est idiot. Toute la question du rôle de l'État est là. Si j'étais en politique aujourd'hui, ce serait ma seule question. Par rapport à la logique de l'innovation destructrice, qui, encore une fois, détruit des mondes entiers, détruit des professions entières, quel doit être le rôle de l'État? C'est ça la question politique. Et donc, évidemment que le rôle de l'État, c'est de prendre en charge à la fois les inégalités, mais aussi les destructions. Et là-dessus, bon, on est tous les deux social-démocrates, ben, évidemment. On va savoir si le public a des questions. Je pense que c'est le cas. Un micro, monsieur, voilà. Moi, messieurs, je vous trouve assez d'accord parce que quand vous parlez de philosophie et de science, ça représente la pensée, et quand on voit l'histoire de tout cela, ça part de la Grèce ancienne, ça va vers l'Allemagne, la France et les États-Unis. Donc pour vous, la pensée digne de ce nom, comme vous évacuez les sagesses des religions, eh ben, elle est blanche. Donc voilà le racisme essentiel, c'est le vôtre. Alors en fait,
je laisserai Luc parler pour ce qui le concerne. Non. Pour ce qui me concerne, tel n'est pas du tout le cas. Tel n'est pas du tout le cas. Je dis que dans un univers psychique humain, il existe le domaine de la rationalité, et je disais que la science et la philosophie étaient les deux manières rationnelles d'aborder des questions d'ordre différent. Je n'ai jamais dit que la construction du psychisme humain se limitait à cela. Jamais dit. D'ailleurs, si l'on parle de progrès, la science, autant qu'on puisse le dire, c'est-à-dire l'irruption de la logique, de la rationalité, dans la compréhension des phénomènes de la nature et dans la maîtrise des techniques, est relativement récente. Elle doit avoir 5000 ans. On a la preuve que la science existe il y a 5000 ans parce qu'on a trouvé sur des tablettes en argile de Mésopotamie des problèmes donnés aux étudiants de l'époque de l'ordre de la résolution des équations du deuxième degré à deux inconnus. Donc ça veut dire qu'il y a une méthode logique. Mais auparavant, pendant des centaines de milliers d'années, l'homme a progressé. L'homme a progressé par d'autres moyens, bien évidemment, qui ne sont pas les moyens de la rationalité philosophique ou de la rationalité logique. Donc ne me faites pas dire que pour moi le monde humain se limite à ce domaine de la rationalité. Mais on parlait du domaine de la rationalité. Luc, tu veux intervenir? Oui, non, juste l'accusation de racisme est tellement stupide et rituelle que ça me fatigue, quoi. Je vous le dis franchement, arrêtez les conneries, quoi. Bon. Et donc, il faut être un peu brutal aussi de temps en temps. Là. On n'accuse pas les gens de racisme comme ça. Bon, ça rime à rien. Bon, moi, je viens de publier un livre sur Lao Tse et Confucius. J'ai publié X livres sur le bouddhisme. Simplement, ce que dit Axel est juste. L'invention de la science au sens de la rationalité scientifique moderne, c'est une invention européenne. Alors, bien sûr qu'il y a des découvertes avant, la boussole, l'algèbre chez les Arabes, etc. Mais la grande révolution scientifique, le premier grand scientifique dans l'histoire du monde, c'est Newton. De même que l'invention... Oh, Galilée, si tu veux, mais la théorie de la gravitation universelle, c'est quand même là la première grande vision du monde, de même que le premier grand chimiste est Lavoisier. Bon, on peut discuter si c'est Galilée ou Newton, mais de toute façon, cette invention est une invention européenne. Et la science va être le premier discours dans l'histoire de l'humanité, qui est un discours très particulier, qui traverse les classes sociales et les frontières. Ça vaut pour les riches comme pour les pauvres, pour les puissants comme pour les faibles, pour les aristocrates comme pour les roturiers. En quoi la science est démocratique, elle est universaliste. Et cette révolution scientifique des Lumières, comme on l'a appelée, dans toutes les langues d'Europe, la métaphore est la même, c'est la lutte de la raison contre l'obscurantisme, Aufklärung, Enlightenment, Illuminismo, etc. Cette révolution, elle est européenne, et je ne vois pas pourquoi on aurait honte de ça. Au nom de quoi on devrait se couvrir la tête de cendre parce que l'Europe a inventé la démocratie et la science. Ben oui, elle a inventé la démocratie et la science. Je n'y peux rien. Ça n'empêche pas que Lao Tse c'est génial et que Confucius c'est passionnant et que j'écris aussi sur le bouddhisme. Mais c'est bien dans la vieille Europe qu'on a cette invention de la science et de la démocratie, et pas ailleurs. Je suis désolé de le dire, mais c'est un fait, de la même manière que je dirais que c'est en effet les Arabes qui ont inventé l'algèbre. Voilà. Mais donc, je vois pas pourquoi on devrait nier les faits au nom de la repentance permanente et de se couvrir encore une fois la tête de cendre sous prétexte qu'on a le malheur d'être européen. Terminons avec Lao Tse. Merci messieurs. Je rappelle le titre du dernier livre d'Axel Kahn, Entre deux mers, voyage